Bonjour à tous et bienvenue sur Trails on Wheels pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui suivent, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu changé de décor. Un peu, beaucoup même, carrément. Du coup là on est à l'intérieur de mon camion parce que du coup je suis parti sur les routes. Là je suis actuellement en Italie, au nord de l'Italie. Mon but c'est d'aller de me balader. Donc désormais voilà, j'habite dans mon camion. J'ai mes vélos à l'arrière, j'ai l'essentiel ici, j'ai de quoi faire mes tournages et mes montages vidéo. Un nouveau petit style de vie pour moi. J'ai gardé la tapisserie de l'ancien décor pour rappeler un petit peu ça. Le reste du décor c'est les choses dont j'ai besoin au quotidien parce que du coup je suis un petit peu à l'étroit, mais pour moi c'est un upgrade parce que finalement passer de bikepacking, donc vivre des mois et des mois sur un vélo avec voilà, c'est l'essentiel au sens strict. Passer dans un camion, bah, c'est le luxe. Là il peut flotter, je suis à l'abri. C'est quand même beaucoup plus confortable. Il y aura peut-être des vidéos là-dessus, j'en sais absolument rien. Moi je vais toujours me concentrer sur le vélo parce que de toute façon pour ce qui est du van, pour ce qui est de la van life en général, il y a tout ce qu'il faut. Alors je sais pas si je vais avoir le temps pour le moment de faire des montages vraiment poussés, puisque je suis repassé sur de l'équipement quand même beaucoup plus basique que ce que j'avais jusqu'à présent. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer toujours de faire quand même du petit contenu, de faire vivre la chaîne de temps en temps. Et du coup, bah, quoi de mieux que de faire une petite vidéo un peu FAQ. Alors c'est pas une vidéo FAQ qui a été faite sur YouTube, c'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et en fait, voilà, de temps en temps quand je suis en maxi temps mort, des fois je vous demande de me poser des questions sur Instagram. J'adore Instagram, mais le problème c'est que c'est vraiment quelque chose qui ne dure pas dans le temps, et passé 24 heures, ben, toutes les réponses que je fais, que je passe parfois un peu de temps à faire à l'écrit, et ben ça disparaît, et ça c'est dommage. Et puis en plus de ça, plus de personnes qui passent sur YouTube, qui découvrent mes vidéos, que de personnes qui me trouvent sur Instagram. Donc moi mon but c'est de partager mes réponses au plus grand nombre. Donc pour partager au plus grand nombre, il faut que il faut que je fasse une petite vidéo YouTube d'appoint. N'hésitez pas à me suivre du coup aussi sur Instagram, vu que là pour le coup on est full on wheels. La maison elle est on wheels, le vélo c'est toujours on wheels, donc là on est 100% en roue libre. Je t'invite à t'abonner sur Instagram, je mets quand même du contenu. Et pour le coup, là il y avait une petite FAQ suite à mon petit voyage en Suisse. Le mois dernier, j'ai fait quelques jours en Suisse. Il y aura sûrement une petite vidéo dessus. Alors pas une web série complète comme j'ai pu faire sur Tour de France ou Bikepacking to Scotland. Là ça sera je pense une vidéo sur le même ton. Mais sinon il y avait déjà des questions par rapport à un petit peu liées à ce voyage. Du coup je vais y répondre maintenant. Alors la première question qui m'a été posée, ça a été: bonjour, quelle est la référence de ton porte-bagages arrière? C'est une question qui revient souvent, que ce soit sur mes vidéos déjà actuelles, sur la vidéo Hortlib notamment. On voit que j'ai un porte-bagages à l'arrière qui soutient ma sacoche de selle. Alors j'avais expliqué pourquoi j'avais mis un porte-bagages avec cette sacoche de selle, donc je ne reviendrai pas là-dessus dans cette vidéo. Du coup ce porte-bagages c'est un modèle de la marque Cube. C'est un RFR Rear Carrier Trekking Click and Go alors je l'avais acheté en 2019, donc il a peut-être un petit peu changé depuis. Je l'ai pris totalement au hasard, j'en suis totalement satisfait. C'est vraiment pour porter quelque chose de léger, mais du coup lui-même est relativement léger. Là dernièrement je l'ai repimpé, je l'ai repeint en gris comme le vélo. Donc je l'utilise toujours depuis ce temps-là. Je le mets, je l'enlève, voilà, ça dépend du voyage. Je l'avais acheté en Angleterre un peu rapidement au pif parce que j'en avais besoin, mais c'est tout. D'ailleurs, suite à ça, il y avait une question: peut-on relancer le débat porte-bagages et bikepacking? On m'avait fait cette réflexion quand j'avais mis ce porte-bagages, on m'a dit: ah bah du coup tu fais plus du bikepacking. C'est impressionnant comme les gens sont pointilleux et à cheval sur les mots. C'est vraiment... bikepacking, il n'y a pas de porte-bagages, le gravel c'est ça, le VTT c'est ça, voilà, on a mis plein de petites catégories, et c'est marrant parce que c'est un petit peu marketing tout ça, et voilà, pour répondre globalement, je m'en fous, je m'en fous, je pense pas qu'il y ait de débat, il y a juste des avis différents. Quoique, attends, on fait pas un débat justement avec des avis différents? En fait, cette idée que bikepacking ça se passe sans porte-bagages, c'est qu'il y a vraiment cette idée minimaliste. Et à la base, quand on met un porte-bagages, que ce soit à l'arrière ou à l'avant,
c'est pour mettre les sacoches cyclotourisme traditionnelles. Simplement, moi je m'en suis servi vraiment de support. Je trouve que ça matche bien, ça me permet d'accrocher 2-3 autres trucs. Mais c'est pas pour ça que tu sors du mot backpacking, c'est quelque chose que j'utilise quand même. Et c'est tout, parce que bien qu'il y ait cette notion de minimaliste, il y a quand même aussi, il peut y avoir cette notion de un peu sortir de la route, d'aller vraiment se concentrer sur la maniabilité du vélo, plus que le transport d'affaires. Donc je suis toujours un peu dans cette catégorie-là, en plus j'ai les sacoches qui sont dans cette catégorie-là, ça reste assez marketing, voilà. Si tu veux dire que tu fais du backpacking et t'as pas... Enfin, on s'en fiche quoi, voyage à vélo, appelle ça comme tu veux, et voilà, l'essentiel c'est de voyager à vélo. J'avais fait un article pour différencier les deux sur trailsonwheels.com que tu peux retrouver en description. Autre question, tu n'as pas de douleur aux mains avec un guidon bas et plat comme celui-là? Alors cette question est très pertinente parce que comme vous avez pu le voir, je voyage essentiellement avec un cintre plat. Et le cintre plat, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable sur de très longues distances. Si tu roules longtemps à répétition, la position à plat comme ça va faire... Enfin, cette position-là est pas naturelle, et autant sur le petit tour de VTT que tu fais, le petit tour loisir, ça va, tu le ressens pas forcément, mais à répétition, ouais, ça peut être inconfortable et il peut y avoir quelques douleurs. À vélo en général, c'est bien si tu peux un peu changer de position, voilà, que ce soit pour libérer un peu tes épaules, ton dos, tes poignets, un petit peu tout en fait. C'est bien si tu arrives un petit peu à bouger et pas rester tétanisé sur une seule position. Pour ça, c'est vrai que le cintre route, c'est top. Le cintre route, donc le drop bar, c'est super parce que tu peux mettre tes mains un peu en bas, un peu en haut, de côté, sur les freins. Enfin, il y a vraiment moyen de bouger, donc c'est déjà la première étape. Et quand j'ai fait mon tour de France, j'ai vraiment adoré. Au niveau confort, c'était vraiment pas mal. Alors j'aurais dû doubler ma guidoline, mais c'était déjà pas mal du tout. Par contre, le truc, c'est que je m'amuse beaucoup plus avec un cintre plat en termes de maniabilité. Et moi, comme ma façon de voyager, c'est plutôt de, si je vois un sentier, d'y aller et bah voilà, de faire un peu du vélo comme je l'aime, comme je le conçois. Et ben je suis beaucoup plus heureux avec un cintre plat. Et du coup, bah oui, est-ce que ça me fait pas des douleurs? Pour aller jusqu'en Écosse, j'ai senti de temps en temps un petit truc inconfortable, c'était pas non plus horrible, mais comparé au Tour de France, ouais, j'ai eu une révélation de dire attends, il faut faire évoluer les choses. Et donc il y a ce qu'on appelle des bar ends. Il doit y avoir un nom un peu plus folklore. En anglais, c'est bar ends. Ça, donc normalement que tu mets aux extrémités de ton cintre, ça permet en fait d'avoir cette position comme un petit peu en cintre route, de garder cette position naturelle. Alors moi je les ai mis à l'intérieur parce que déjà mon cintre est beaucoup plus large et puis en plus il y a un retour, donc je les ai mis un peu au centre parce que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça. En plus de ça, il y a des poignées qui sont exprès pour être mis un peu sur l'intérieur, sauf que je les ai trouvés un peu hors de prix. Alors j'ai pris des barènes que j'ai mis à l'intérieur et bah ça marche pas mal. Déjà ça permet en effet au niveau de la position et puis en plus ça me redresse un petit peu. Il y en a qui iront jusqu'à mettre des prolongateurs, etc. J'en suis pas là, ça ne m'attire pas plus que ça. Je reste dans une case un peu loisir et genre je vais pas être sur du chronomètre, etc. à gagner trop en efficacité, tant pis, j'ai mon rythme. J'arrive quand même j'arrive à me défendre plutôt pas mal, je trouve, par rapport à ce que je roule, avec quoi je roule et comment je m'organise. Je trouve que je me défends déjà pas mal. En plus de ça, j'ai des poignées épaisses que j'aime beaucoup. C'est la marque, c'est pas des Ergon, c'est des... Je remettrai la marque là, j'ai un petit peu oublié. En fait, elles payent pas de mine comme ça, elles sont épaisses et alors surtout, elles sont increvables. Honnêtement, j'ai toujours ma première paire qui me suit, qui a fait l'Écosse et tout. Elle se désagrège pas, vous savez, après t'as les mains toutes noires, là, enfin vraiment, elles sont confortables comme elles sont top. Je pensais pas mettre aussi cher un jour dans des poignets. Le retour est là, donc je suis content. Je ne les mettrai pas sur mon enduro parce que justement elles sont trop épaisses et avec l'enduro je préfère avoir des poignées plus fines, question de ressenti. Mais pour du voyage, celles-ci elles sont top. Question suivante. Est-ce que tu comptes un jour faire un voyage entièrement à vélo sans retour en train? Bon alors, question, je sais pas, je fais pas nécessairement de boucle parce que
parce que je me renseigne pas comme ça, comme je voyage un peu au feeling, le train ça fait gagner quand même un temps monstre, que ce soit pour passer des étapes peut-être pas intéressantes du tout, pour le retour c'est bien pratique aussi. J'ai mes raisons, mais je veux pas prendre l'avion, donc le train pour moi c'est un moyen de transport qui reste assez doux et qui se marie très bien avec le vélo finalement. Ça serait vraiment perfectible, hein. Ça peut être un peu la guerre de mettre un vélo dans un train. Dans les TER ça va un petit peu, dans les nouveaux TER on va dire ça va un petit peu, mais dans un TGV c'est la galère, etc. Mais sinon c'est super pratique parce que en plus les petites gares elles arrivent généralement dans les villes directement, etc. C'est vraiment pratique, donc moi le train ça fait partie intégrante de mon voyage à vélo finalement. Faire une boucle c'est pas nécessaire. Pas de question, il est juste beau. Ah oui, c'était pour faire référence du coup à mon vélo. Donc je reprécise, c'est un Kona Unit X de 2018, complètement monté à la carte. Et c'est mon compagnon privilégié d'aventure parce qu'il peut se monter un petit peu comme soit un gravel monster cross un petit peu, donc un gros gravel bien costaud, soit vraiment en VTT, hardtail un petit peu. Donc c'est vraiment un vélo où on peut lui donner la tête qu'on veut. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet justement pour documenter ce qu'on peut faire avec ce type de vélo. Ou alors une équivalence, puisque ça ressemble fortement un peu au VTT acier d'avant. Là, c'est quand même un petit peu plus moderne au niveau de la géométrie, ça reste du 29, donc ça j'aime pas mal. Mais sinon, dans l'esprit, tout rigide, c'est indémodable. Hello, tu utilises quelle tente, quel matelas, quel duvet? Alors pour la tente, il s'agit d'une Nordisk Telemark 2, que j'utilise depuis, alors toujours dans le sens depuis le début de mes aventures bikepacking, c'est la tente que j'utilise. J'en suis plutôt satisfait. J'aimerais beaucoup sortir une vidéo dessus, hein, je la prépare, mais comme moi mon truc c'est le vélo, c'est pas forcément le matos de rando, de montagne. Je suis un petit peu frileux de la sortir, mais je vais quand même le faire parce que je pense que c'est important. Je trouve que c'est le truc qui manque un peu sur la chaîne. Quelques vidéos un peu qui sortent du vélo. Et pas que sur la bikeagerie bikepacking, mais un peu quand même 2-3 matos à l'intérieur. Je pense que ça serait intéressant. Ensuite, pour le matelas, c'est un D4. C'est le MT500 que tu retrouves dans beaucoup de setups bikepacking. Parce qu'il est franchement pas mal en fait. C'est un matelas gonflable qui prend vraiment pas beaucoup de place, qui pèse pas lourd, qui est franchement très confortable si tu veux mon avis, qui est plutôt résistant. Alors c'est mon deuxième, le premier je l'ai crevé, ils me l'ont changé. Alors je l'ai crevé où il avait un défaut, je sais pas, mais ils me l'ont changé. Donc le premier a eu un défaut, je sais pas, dans le premier mois. Puis après là je l'utilise depuis 2019. Le nouveau, il n'y a pas de souci. Alors attention par contre, c'est un matelas une saison on pourrait dire, enfin c'est plutôt un matelas été. En termes d'isolation, j'ai pu le découvrir à mes dépens dans le Jura où je me suis caillé et là j'ai appris que en fait tous les matelas ne se valaient pas en termes d'isolation. Donc renseignez-vous, c'est une des raisons pour laquelle je vais changer, je vais passer sur un matelas plus chaud. Et l'autre chose, c'est que même si c'est très confortable le matelas gonflable et que ça prend pas de place, j'ai toujours un peu peur de le crever ou autre, et là d'avoir pas de matelas pour le reste de mon voyage. Et surtout le problème numéro 1 pour moi, gonfler et dégonfler un matelas tous les jours pendant des mois sur du voyage bikepacking longue distance, c'est pénible. Sincèrement c'est pénible, alors c'est pas grand chose hein. Mais honnêtement à la fin ça me saoulait un peu. Et du coup un matelas mousse que tu déplies là en accordéon, mais c'est trop bien. Alors par contre ça prend une place monstrueuse, donc je vais voir, je vais avoir les deux peut-être pour 3 jours quelque part je prends le gonflable histoire d'avoir quelque chose qui prend pas de place, etc. Mais pour à nouveau une longue expédition de 15 jours ou plus, là partir sur le truc en mousse, je pense que ça peut être pas mal. Et le duvet, c'est le MT900 de Decathlon, pareil c'est un confort 10 degrés, maximum 5. Voilà, je trouve c'est un bon compromis parce que après plus chaud, ils prennent beaucoup de place je trouve, donc voilà. Après je fais pas vraiment de bikepacking dans la neige, etc. Donc faut aviser en fonction des températures, hein, c'est pareil. Ensuite, quel est ton avis sur les pneus que tu as utilisés? Sont-ils mieux que les Maxxis Icon?
Ça c'est bien, ça c'est quelqu'un qui suit l'aventure Trails on Wheels depuis longtemps je pense. Parce qu'en effet donc pour l'Écosse j'avais pris les Maxxis Icon qui étaient des pneus de cross-country. Donc je cherchais des pneus de cross-country parce que dans le VTT, dans la catégorie VTT, c'est ce qui se fait de plus léger normalement et avec des crampons assez compacts. Donc une bande de roulement assez efficace sur du compact, donc sur de la terre sèche ou un petit peu du goudron, mais bon, ça a grippé encore pas mal et finalement j'ai fait beaucoup de goudron par rapport, je sais pas, j'ai dû faire 30% de chemin et 70% de goudron. Donc au final, un pneu même cross-country, c'était peut-être un peu trop. L'avantage, c'est que c'était confortable quand j'ai traversé des parcs nationaux comme le Peak District, le Lake District. Quand j'ai fait les Highlands, c'était totalement approprié. J'ai pu avoir la suspension du pneu. En fait, en dégonflant un petit peu, plus ton pneu est épais, plus tu as un ballon important. Donc c'est confortable, ça a du grip, c'est top. Mais je me suis dit c'était peut-être trop, et en fait depuis cette période le gravel a quand même explosé et la gamme de pneus gravel a aussi c'est pas mal étendu. Alors on a de tout, hein. On a du gravel très roulant, vraiment très très roulant que certains utilisent même sur leur vélo de route comme pneu hiver ou comme pneu un petit peu mixte avec des sections très fines. Et à l'inverse il y a des pneus gravel avec des sections très larges qui se rapprochent fortement d'un pneu cross-country. Et moi, c'est ces pneus qui m'ont intéressé parce que je me dis, tiens, et si c'était le pneu presque parfait, tu vois, qui tirait bien, qui serait encore plus roulant que les Maxxis Icon, donc qu'un pneu cross-country, mais en même temps, quand il y a un chemin, c'est pas ridicule, à la fois inconfortable, ça vibre de partout, etc. Et du coup, j'ai essayé les pneus, donc, toujours chez Maxxis. Alors j'hésitais sur plein de marques différentes, je me suis un petit peu renseigné, etc. Alors des pneus des marques qui proposent des sections de 50, il n'y en a pas non plus 100 000. Après, sur les quelques pneus qui restaient, j'ai aussi fait en fonction des dispos, des prix, etc. de ce que je pouvais avoir. Et finalement, ça s'est arrêté sur le Maxxis, le Rambler, qui je pense des pneus sur lesquels j'hésitais est le pneu qui se rapproche honnêtement le plus d'un pneu VTT. On dirait un petit peu les pneus VTT d'avant en fait. Enfin, je repense au VTT de mon père d'il y a des années. Je regarde sa section de pneus, c'était du 1,75 tout fin, voilà. En fait, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est du gravel. Mais franchement, ça va pas mal parce que du coup, c'est un pneu qui peut se gonfler beaucoup plus qu'un pneu VTT, qui accepte des pressions plus grandes, mais qui aussi accepte des pressions un peu plus faibles qu'un pneu tout fin, donc je m'y retrouve. Après voilà, je trouve que c'est un petit bricolage à faire entre la bonne transmission, la bonne section de pneus, le bon transport avec ce que je transporte, etc. Je trouve qu'il y a un mix à penser, tout doit bien se faire ensemble pour avoir un vélo cohérent. En gros, si tu as des pneus super fins et que tu mets une transmission avec laquelle tu moulines, ça marche pas. À l'inverse, des pneus plus larges, tu t'agrippes un peu plus, c'est plus lourd, etc. Là, il te faut une transmission aussi qui va te permettre de mouliner un peu plus. Voilà, c'est encore une fois, c'est mon avis. Il y a plein d'autres petits paramètres, notamment ta force physique aussi. c'est à ne pas négliger. Mais voilà, parce que attends, on m'a posé une question en fait. Moi, je suis parti dans l'explication des pneus, mais à la base, il y avait une question. Du coup, mon avis, pour le moment, je les ai surtout testés sur bitume, pour être honnête. Et c'est pas mal sur bitume. Et c'est important de dire que c'est pas mal sur bitume parce que un pneu aussi cramponné que je trouve qui est sympa sur bitume, et ça notamment parce qu'il accepte des pressions beaucoup plus hautes que le Icon. Du coup, en fait, bien gonflé, il va avoir vraiment une surface de pneu sur le goudron raisonnable. Et en plus, comme les crampons sur la bande centrale sont très rapprochés, je l'ai trouvé plutôt silencieux et plutôt agréable à rouler, même sur goudron. Donc très satisfait. Après, c'est parce que je savais que le parcours était essentiellement sur goudron, mais là j'ai commencé à baisser un peu les pressions pour voir, et je vais trouver un peu le bon. Là je suis pas loin, ça arrive. Pour un retour définitif, il faudra que je le crame encore un peu, en plus ne serait-ce que pour parler de longévité, parce que par exemple la Icon niveau longévité, c'est pas les pires, c'est pas les meilleurs non plus.
sont un petit peu au milieu. Voilà, après, pareil en pneus, je m'y connais pas non plus des masses, j'en ai pas testé des centaines, donc je n'irai pas plus loin. Dans ma recherche du pneu idéal, on se situe à peu près aujourd'hui sur le Maxxis Rambler pour le moment, et on va continuer la recherche à partir de là. To be continued. Question suivante. Alors la Suisse, c'est propre et carré. Trouves-tu que c'est adapté au vélo? Alors est-ce que c'est adapté au vélo? Oui, carrément. Franchement, la Suisse, c'est impressionnant. Tout est bien carré, tout est nickel, tout est propre. Il y a des pistes cyclables qui sont franchement super bien, sans déconner. Tu as des pistes cyclables qui sont aux endroits où c'est un peu dangereux. Elles ont une couleur vive, elles sont rouges. Je crois, il me semble qu'elles sont rouges. Ou alors, quand elles sont pas colorées, elles sont jaunes, généralement. Il y a une bande jaune. Bah, c'est des couleurs qui attrapent... Enfin, ouais, que tu vois bien la démarcation. C'est pas, nous en France on utilise beaucoup de blanc qui se fasse en plus assez vite, mais qui se respectent moyen. Là franchement c'est hyper carré. Au niveau des structures pour vélo, c'est le top. Vraiment j'ai trouvé ça bien, même sur des grandes départementales. Il y a des pistes séparées la plupart du temps. Donc c'est vraiment pas mal. Les gens font relativement attention. Je me suis jamais senti en danger. Mais même plus loin que ça, j'ai jamais eu peur de me faire tirer mon vélo. Je suis passé dans des villages où les vélos étaient posés comme ça au sol, le long contre les murs, tranquille. Alors je prendrais jamais le risque de laisser mon vélo comme ça. Mais sincèrement, du coup j'étais vraiment confiant de retrouver mon vélo tous les jours. Ça c'est top. Après c'est aussi un service qui se paye. Donc oui c'est très adapté pour le vélo d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, moi c'est vrai que quand je voyage à vélo, un de mes buts aussi c'est de réduire mes coûts de vie, mais pas nécessairement parce que je peux pas me payer un hôtel, etc. Mais parce que je trouve que ça fait partie du truc parfois de se dire je vais revivre simplement avec mon réchaud, dormir dans une tente, etc. Et en Suisse, même dormir dans une tente, parfois ça coûte super cher. Alors j'ai cru voir l'information comme quoi le bivouac était autorisé en Suisse, ce qui m'a globalement l'air d'être le cas. En tout cas, quand c'est interdit, il y a normalement l'info tu l'as. Il y a un panneau, c'est interdit, donc il y a rarement un doute. Après j'étais sur un itinéraire, j'étais sur The Midland du coup, donc c'était un itinéraire vraiment connu là-bas. Hein, c'est un itinéraire... c'est un peu comme l'équivalent de nos Eurovélos, c'est l'équivalent des Eurovélos en fait, carrément. Donc c'est bien fléché, etc. Ce qui fait qu'il y a des campings et puis ça traverse des zones, un peu des zones protégées où là le camping est pas vraiment... camping sauvage, le bivouac, pardon, n'est pas toléré du tout. Donc tu es obligé d'aller dans un camping et tu te fais allumer. C'est dingue. Et encore, on est même tombé sur un camping qui nous a dit donc le prix, donc je crois que ça nous est revenu à 45 € en tout pour deux, pour planter une tente. Ma tente, c'est presque une tente tunnel, hein, c'est tout petit. Et nous dit, vous avez de la chance parce que bientôt on va faire payer les vélos aussi. Faire payer les vélos en plus. Mettons qu'ils rajoutent 10 € par vélo. Donc là, on tombe sur 50, 60 € en camping. Je pars en Airbnb en fait. C'est le but, non? Alors ça s'équilibre parce que du coup, on fait du bivouac également, une nuit sur 2, une nuit sur 3, etc. Mais j'ai trouvé ça extrêmement cher. Bon, on va pas parler du coût de la vie en général. Hein. C'est pas une surprise. C'est absolument pas une surprise. Je me suis fait allumer, je savais. Et quand tu te fais allumer, même quand tu le sais, ça fait toujours mal. Donc voilà, parfait. Oui, petit point bonus aussi, il y a énormément d'eau. Il y a de l'eau de partout. Il y a 3 fontaines par village. Donc pour la gestion de l'eau à vélo, c'est un bonheur parce qu'il n'y a que dalle à gérer. Ça c'était top. Ça c'était vraiment top. Il n'y a plus de questions. C'était un bon petit début. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à une prochaine. Salut! Et à l'inverse, il y a des pneus gravel qui sont très larges et qui se rapprochent fortement des pneus cross. Et à l'inverse, il y a des pneus gravel très. Et à l'inverse, il y a des pneus gravel avec des. Et à l'inverse, il y a des pneus gravel avec des. Et à l'inverse, il y a des pneus gravel avec des. Oh! J'arrive pas à le prononcer! Et à l'inverse, il y a des sections.